Mes aïeux, quelle époque, une époque et même plusieurs qu'on vous raconte chaque jour pendant 2 heures. Toujours avec Jean-Luc Lemoyne, David Kessel-Lopez qu'on retrouve dans un instant. Et aujourd'hui, avec vous, Virginie Giraud, notre historienne des mœurs. Ça s'est passé dans le passé, on remonte en 1804, quand Napoléon révolutionne le droit grâce au nouveau code civil. Vous savez à quoi on reconnaît un grand chef d'État, les garçons ? Au fait qu'il fait de nombreuses réformes. Ouais. Et qu'il imprime sa marque. On peut être petit, effectivement, et imprimer sa marque et faire des grandes réformes. Et ce qu'a fait donc Napoléon, c'est uniformiser et moderniser les lois sur son territoire. Donc pour réussir ce pari, qui nécessite beaucoup de volonté et une équipe de juristes chevronnés, eh bien Napoléon a réuni tout ce petit monde dès 1800 et il lance des grands travaux pour sortir le Code civil. Une œuvre juridique complète, facile à interpréter, et qui renvoie les coutumes locales au rang de pratiques vintage pour grands-parents passéistes. Quand même, Virginie, il y avait des lois avant. Oui, mais comme le disait Voltaire, lorsqu'on voyage en France, on change plus souvent de loi que de chevaux de poste. La dimension seigneuriale du royaume de France, héritée des structures du Moyen-Âge, laissait encore la part belle aux règles locales, bien plus qu'à une administration nationale et homogène. Pour réformer le droit, il faut avoir un pouvoir central fort et un sentiment d'unité nationale qui commence à apparaître avec la Révolution. Oui, mais enfin, entre ces campagnes militaires, les coups d'État, les folles soirées avec Joséphine, il a vraiment le temps, Napoléon, de s'occuper du Code civil ? C'est un projet qui lui tient à cœur. Napoléon lance les travaux de son Code civil alors qu'il est seulement premier consul. C'est pas encore l'Empire. Et comme il veut garder la main sur le projet, il participe souvent aux réunions de travail. Ce code civil, ce n'est pas seulement une harmonisation de la loi, c'est aussi la mise en pratique de sa vision du monde. Ce code ressemble beaucoup à notre code civil d'aujourd'hui et il gère les personnes et les citoyens et il est divisé en parties. Par exemple, le titre premier est de la jouissance. Ah ouais, tout de suite, le devoir conjugal, ça commence fort. Mais enfin, Jean-Luc, le titre c'est de la jouissance et de la privation des droits civils. Ah. Oui, il y a d'ailleurs une phrase magnifique. Tout Français jouira des droits civils. On sent que les grandes valeurs, liberté, égalité, fraternité, sont en train d'infuser la société. C'est très beau ce que vous nous racontez, Virginie, mais il me semble que le Code civil ne consacre pas l'égalité entre les hommes et les femmes. Oui, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Bon, j'adore Napoléon, mais la vision début 19e siècle de la femme, c'est un peu rude. À la fin du 18e siècle, il y a une volonté d'émancipation qui ne concernait en réalité qu'un petit nombre de femmes. C'est même décevant quand on étudie le sujet. La majorité d'entre elles ne revendiquaient aucun droit et voyaient d'un mauvais œil celles qui se battaient pour l'égalité, comme Olympe de Gouges et Théroigne de Méricourt. Donc Napoléon remet les choses au clair. La place de la femme, c'est chez son mari. Dans le titre 5 consacré au mariage, on peut lire à l'article 123, le mari doit protection à sa femme et la femme obéissance à son mari. Écoutez, je ne sais pas si ma femme va être d'accord si je rentre ce soir en disant on va appliquer le code Napoléon. Oui, mais la femme avait des avantages. L'article suivant ajoute que le mari doit pourvoir à tous les besoins de sa femme en fonction de ses moyens. C'est la grande époque de la femme entretenue. Ça fait mal aux oreilles aujourd'hui, mais à l'époque, c'était comme ça que ça se passait. Ça ne choquait pas grand monde. Au tempora, au mores, quelle époque, quelle meurt. Mais c'est incroyable, David. Vous parlez bien le latin. Oh, il est fort. Mais même quand vous citez Cicéron, vous avez un accent extraordinaire. Qu'est-ce que vous ne savez pas faire, en fait, David ? Pas grand-chose. Je dessine pas très bien, mais à part ça... Ouais, on vous pardonne, on vous pardonne. Ah, en modestie, ne craint personne. Donc le code Napoléon, c'est aussi la consécration des grands principes qui font la France d'aujourd'hui, comme la laïcité. L'État n'est plus lié à une religion et ce n'est plus les paroisses qui font les actes d'état civil, mais les agents publics. Avant, les églises tenaient ce que les historiens appellent les BMS, les registres baptême, mariage, sépulture. Maintenant, chaque commune a son registre d'état civil et comme Napoléon est trop fort, ces registres existent en double exemplaire. Napoléon a inventé la sauvegarde 200 ans avant le cloud.
On sent, Virginie, que vous êtes un peu amoureuse de Napoléon. Oui, mais il y a aussi Jules César, puis il y a aussi Jean-Luc Lemoyne, mais voilà, ça reste très platonique, bien C'est sûr. vraiment les trois. Napoléon, Jules César. Excusez-moi, ça vous dérange, monsieur Castello-Lopez? Il y a quelque chose à dire? C'est très diversifié, est-ce que je vois. Bon, mes aïeux, quelle époque, que serait notre droit sans Napoléon? Merci Virginie, on vous retrouve tous les jours dans le podcast d'Europe 1 Studio, au cœur de l'histoire. Et en parlant de Napoléon, vous nous racontez sa fin à Sainte-Hélène. Oui, après Napoléon le Grand, je vous parlerai de Napoléon le Petit, comment l'empereur victorieux est devenu le petit tyran de Sainte-Hélène. Ça devait être un enfer sur place, mais c'est tellement plaisant à raconter.